Ce qui est bien dans ce tour de table, c'est qu'en fait, d'abord, vous allez voir pourquoi c'est important de vous avoir laissé la parole, mais en plus, finalement, on a un peu planté le décor. On aurait pu faire un grand tableau en disant « Ah oui, mais alors le problème de communication, c'est nous, on fait passer des messages, mais ils ne les reçoivent pas. Ah mais oui, mais nous, on a quand même un problème avec de la communication, notamment sur tel ou tel profil, parce que c'est un peu compliqué, ça se voit pas, il faut qu'on... Voilà, on a un problème aussi de non-visibilité, on a entendu qu'il y avait du brouhaha, beaucoup en termes de communication, qu'il fallait exister par rapport à d'autres sujets de préoccupation. Enfin bref, tous ces éléments, je ne vais pas les reprendre, mais pour vous dire que vous êtes au cœur de la problématique de la communication, qui est finalement, on a un émetteur, on a un récepteur, où en fait on a un émetteur et on a des récepteurs, ou parfois même on a trop d'émetteurs et aussi des récepteurs, et autour de ça, comment on fait pour arriver à s'en sortir, sachant que nous adressons souvent à des collectifs, mais à l'intérieur des collectifs, s'il y a une particularité, c'est qu'on est tous distinctes, et vous l'avez vu d'ailleurs dans le tour de table, même si vous avez plutôt joué le côté très tempérament qui est celui qu'on relève sur le plan professionnel, vous auriez pu dire, moi je suis clown, moi je fais de l'aquarelle, moi je fais foyer, plein de choses qui fait que si on multipliait les traits, en fait on est tous distincts. Donc ce qui nous mobilise, ce qui nous intéresse finalement est aussi très distinct. Alors comment faire à travers cette difficulté? Bon, je passe les objectifs de la journée pour gagner du temps. D'abord, se souvenir de ce que signifient les termes. Donc premier terme, communiquer, c'est mettre en commun. Donc clairement, dans mettre en commun, c'est pas uniquement je m'adresse à quelqu'un et je veux absolument lui faire passer le message, parce que ça pourrait être une forme de communication qui est le lavage de cerveau, mais en l'occurrence on sait que c'est pas ça. Donc mettre en commun, c'est-à-dire aussi accepter que l'autre a un besoin, a un désir, et donc on va voir tout à l'heure à quel point c'est important de pouvoir identifier ce désir si on veut commencer à mettre en commun avec lui. Voilà, informer, former, sensibiliser, c'est un peu ce que vous aviez évoqué. Alors sensibiliser pourquoi, vous l'avez dit, mieux se comprendre et donc mieux vivre ensemble, sans doute. Je pense que c'est ça l'objectif qu'on peut se rappeler. Partager les enjeux comme les conditions de succès. Faciliter l'inclusion des travailleurs handicapés ou des personnes en situation de handicap dans les équipes. Mieux identifier les personnes. Bon, je vous laisse prendre, on a fait un petit travail de récupération et de synthèse. Et donc je vous propose pour ça de traiter trois chapitres dans un laps de temps relativement court pour laisser suffisamment de temps aux échanges ensuite sur les bonnes pratiques et sur les témoignages. S'entendre et se comprendre au cœur de la démarche de communication. Rappelons-nous ça. Alors, ce que je vais vous dire est d'une banalité absolue, mais le fait de le mettre un peu en modèle va peut-être nous permettre de prendre un peu de recul en disant tiens, dans le fond, dans mes expériences, est-ce que j'ai suffisamment pris en compte ça? Voilà. Le handicap, un sujet particulièrement sensible aux préjugés et aux représentations, évidemment, ce qu'on a évoqué, puis la communication, un outil au service d'une démarche de projet, c'est-à-dire la communication, communiquer, ça part de quelque chose, d'un objectif. Et ça se construit autour d'un certain nombre d'étapes. Et donc, on va essayer de passer en revue quelques-unes de ces étapes pour voir comment, justement, ne pas se rater par rapport à ça. Ça vous va? Je continue. Alors, communiquer, c'est d'abord s'entendre et se comprendre. Juste deux bulles qui dit un peu ce qu'on a vécu aussi tout à l'heure. Tout à l'heure, vous étiez l'un à côté de l'autre, alors sauf pour les collègues qui se sont mis ensemble et qui se connaissaient éventuellement, quoique pas nécessairement. Avant, en fait, on ne partage pas grand-chose, du moins on ne sait pas. À la fin, on se rend compte qu'on a effectivement un certain nombre de points communs, mais encore faut-il qu'on accepte que ces deux bulles se rencontrent. Voilà, donc l'élément de base, entre guillemets, de la communication, élémentaire, c'est une rencontre qui fait qu'à un moment, on partage quelque chose. Mais dans la communication, l'ambition, ça ne serait pas de couvrir l'ensemble du spectre de l'autre. C'est simplement, à un moment donné, de faire un bout de chemin pour qu'on ait quelque chose à partager. Voilà. Je reviendrai sur cette notion-là qui est très importante. Alors, dans la communication, l'un des éléments, on va dire, enfin la communication dans son acception la plus complète peut-être, la plus approfondie, c'est quoi? C'est la relation. Alors, ça c'est issu de quelque chose que j'avais travaillé il y a des années, mais qui m'a toujours servi et qui a servi à pas mal de gens, et qui était plutôt la relation commerciale. Comment on fait pour rentrer dans une relation avec l'autre de façon à réellement tisser des liens? Mais dans la relation commerciale, on va s'apercevoir qu'en fait, on a les mêmes étapes, même si elles sont un tout petit peu plus conceptualisées, que finalement une rencontre de ce qui vous est arrivé tout à l'heure éventuellement. Voilà, on est allé un tout petit peu plus loin. Alors, dans une rencontre commerciale où
on va dire, dans un désir d'arriver à rentrer en contact avec l'autre et à communiquer avec l'autre quand on est dans une relation individuelle. Ça peut être au téléphone, mais c'est a fortiori quand on se voit. La première des choses, c'est se préparer. C'est-à-dire arriver ici et de dire je ne sais pas combien de personnes vont venir. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas, je ne leur ai pas demandé de s'inscrire, parce que je ne sais pas leur nom. Enfin, vous voyez, j'ai pas tout compris d'ailleurs de ce qu'ils voulaient, mais enfin, ils m'ont dit communication, donc j'arrive. Si j'étais arrivé dans ces conditions-là et qu'on n'avait pas un peu cerné ce qui vous motivait en termes de communication, il y avait toutes les chances que je passe à côté. Voilà. De la même manière, quand on prépare un entretien, quand on va arriver à convaincre son patron ou arriver à convaincre quelqu'un que probablement on a quelque chose à faire ensemble, que peut-être que c'est important, une RQTH, peut-être que c'est important aussi qu'on se donne un peu plus de moyens pour monter ça, en fait, on se prépare. On réfléchit au sens, c'est pour ça qu'on l'a un peu identifié tout à l'heure, on réfléchit à pourquoi, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme argument, etc. Ensuite, se reconnaître. Ce qui est très bête, c'est que dans la relation commerciale, souvent, en accompagnant j'ai accompagné je ne sais combien de personnes, y compris dans cette région, qui étaient des agents de Pôle emploi, des missions locales, enfin voilà, j'étais beaucoup autour de ces choses-là, et c'était sur des formations. Et donc, je les voyais arriver en entretien, ils disaient bonjour, on s'asseyait, puis alors voilà, je suis venu vous présenter notre offre de service, le catalogue de machin, etc. Mais la capacité à reconnaître l'autre, en fait, était nulle. Et pourtant, de temps en temps, on était dans un tout petit bureau avec un bateau énorme qui prenait le tiers du bureau, et puis pas un commentaire sur ce bateau qui prenait une place absolument incroyable. Pas un commentaire sur quoi que ce soit qui nous mette en relation avec l'autre sur le plan humain. La relation, la communication, c'est avant tout un échange sur le plan humain. Si on est uniquement sur un distributeur d'informations, on n'a pas besoin de rentrer en communication et a fortiori dans ce genre de cas de figure dans lequel on est l'un par rapport à l'autre. Donc, reconnaître l'autre, alors évidemment, dans la relation interpersonnelle comme ça, c'est très important. Ça veut dire, et c'est ce que un certain nombre de tribus, par exemple africaines, enfin, c'est plus que des tribus, c'est presque des cultures, en fait, ont tellement bien compris. Quand on dit, ah oui, salam alek pendant un an, pendant une heure, je veux dire, pour ensuite être capable de se dire quelque chose de professionnel, ça nous agace terriblement, nous, occidentaux, mais ça dit quelque chose. Tant qu'on ne s'est pas fait confiance, tant qu'on n'a pas compris qu'on était des gens de bonne composition qui étions capables de nous entendre, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Donc, se reconnaître, savoir se dire qu'en fait, nous sommes dans une dimension humaine au-delà de ce qu'on va essayer de négocier. Explorer ensuite. Explorer, c'est, dans le fond, comment arriver à communiquer si on n'a pas compris quel est le besoin de l'autre. J'avais très envie, parce que ça nous aurait fait gagner du temps de faire l'impasse sur ce tour de table. Oui, évidemment, je caricature et je vous provoque un peu. Mais si je ne l'avais pas fait, c'était quoi la prise en compte de vos besoins? Et puis, je vais me servir en permanence de ce que vous avez pu dire, parce que je vais rebondir sur un certain nombre de choses, si je ne l'avais pas fait. Donc ça, c'est d'une manière collective. Mais quand vous êtes en relation avec l'autre, dans un entretien individuel, si vous ne commencez pas par écouter l'autre, et par savoir ce qui le préoccupe, donc cette zone d'exploration, c'est ce qu'on appelle aussi parfois aller explorer la zone d'intérêt réel, la fameuse ZIR, qui est finalement le lieu dans lequel, alors que ce n'est pas le lieu dans l'absolu, c'est par rapport à votre préoccupation, vous allez conduire l'entretien pour essayer de savoir ce qui, à un moment donné, est commun, ce qui va vous rapprocher, ce qui va être un terrain sur lequel vous allez pouvoir bâtir quelque chose, une coopération. Et puis ensuite, reformuler. Eh bien, reformuler, c'est l'exercice que j'ai fait tout à l'heure très rapidement, mais en disant, tiens, voilà, a priori, vous parlez d'handicap invisible, vous parlez d'outils de communication, vous parlez d'impact, vous parlez d'un certain nombre de... Voilà. J'ai bien entendu que votre préoccupation, c'est celle-ci, je vais essayer d'y répondre. Et donc, vérifier, c'est donner la possibilité. Sur le plan commercial, c'est hyper important parce que c'est ce qui permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé, qu'on n'a pas trop vite interprété. Parce que, comme vous le savez, on a tous des capacités à pouvoir nous projeter dans ce qu'on veut entendre de l'autre, qui va bien au-delà de ce que l'autre a réellement voulu dire. Et donc, reformuler, c'est ne pas prendre le risque de passer complètement à côté de la plaque. Sur le plan commercial, pour votre information, explorer, c'est en général se saisir de maximum trois éléments qu'on appelait donc tout à l'heure la zone d'intérêt réel. 3 éléments susceptibles de pouvoir faire l'objet d'une proposition, ou en tout cas d'une reformulation d'une proposition. En fait, un peu comme des pelotes de laine. Imaginez qu'au-dessus, vous êtes sur la pelote et que vous allez essayer de tirer des fils pour voir ce qui, à un moment donné, va vraiment être ce qui va faire vibrer la personne, ce qui va être le terrain d'entente et les raisons pour lesquelles vous le faites. Et donc, reformuler, c'est pas reformuler tout ce qui vient d'être dit. Tout à l'heure, dans la présentation que vous avez fait, vous n'avez pas fait 5 minutes de présentation de l'autre. Vous avez essayé de reprendre ce qui vous semblait le plus important par rapport à l'écoute que vous avez pu avoir. Voilà, c'est la même chose.
Et puis ensuite, dans la communication, entre guillemets, de négociation, communication commerciale, proposer. Mais c'est valable. Moi, si je dois expliquer à ma femme que finalement, je ne rentre pas ce soir parce que du coup, j'ai une réunion super importante demain matin, il va falloir que je prenne le temps de l'écouter, etc. Et puis de lui expliquer pourquoi je lui propose ça. Enfin, vous voyez, ou si je ne le fais pas, eh bien, elle va considérer, une fois que ça va, je peux avoir une urgence, une deuxième fois que comme je suis un peu rapide et un peu lourd à m'imposer ça à la dernière minute, et la troisième fois que... Enfin, vous voyez, c'est pour dire qu'on n'est pas que dans la sphère professionnelle. Proposer, c'est aussi prendre en compte, à partir de cette reformulation de ce qu'on a compris, que voilà, on a telle ou telle chose à mettre en commun et qu'on a une modalité pour le faire. Et puis contractualiser, c'est de reprendre les éléments un peu plus précis. Là, on est plutôt dans la relation commerciale. Prendre les éléments plus précis, le calendrier, la méthodologie, etc. Et ça peut être le plan d'action. Ensuite, il y a la réalisation. Ce qu'il faut que vous reconnaissiez, c'est explorer qui est vraiment le plus important. Ce qu'on oublie le plus, c'est écouter en fait. Écouter, 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 essayer de comprendre. Ça va? Je passe un peu de temps là-dessus, mais parce que c'est un peu la brique élémentaire. Voilà. Alors, de temps en temps, ça passe pas, malgré tout, dans la communication, ça passe pas comme on le veut. Il y a des situations de tension, et il y a à un moment donné des choses qui ne marchent pas. On a beau essayer de communiquer. Alors, on peut être en conflit, on peut ne pas l'être, mais toujours est-il que ça bloque. Eh bien, à ce moment-là, il faut regarder ce que nous dit la systémie. La systémie, c'est quoi le système qui fait que ça bloque? Alors, du coup, considérons dans la systémie, en général, qu'il y a moi. D'ailleurs, souvent, on pense à moi et moi. Enfin, je veux dire, c'est une des réalités. Hein, et ce qui désigne particulièrement notre humanité, c'est justement d'être des êtres reliés. Et donc, être des êtres reliés, c'est justement être capable de sortir de moi. Mais c'est parfois compliqué. Donc, la communication, elle est là pour ça. Et donc moi, c'est quoi? C'est des pensées, c'est toutes mes projections, on va en discuter tout à l'heure, les stéréotypes, etc., les émotions, qui donnent des comportements particuliers par rapport à l'autre, et puis des comportements et des actions qu'on va essayer qui vont essayer de pouvoir toucher l'autre, voilà, et on attend de l'autre un retour. Et puis de temps en temps, ça ne fonctionne pas. Et en fait, quand ça ne fonctionne pas, la seule possibilité que vous ayez, et ça souvent on s'y méprend, c'est de nous de bouger. On n'a pas d'autre solution. L'autre ne bougera pas juste parce qu'on lui demande de bouger. C'est nous qui bougeons. Voilà. Alors comment on bouge? On bouge en travaillant sur nos pensées. Est-ce que nos pensées finalement sont celles qui qui vont dans le bon sens et qui vont permettre un déclic? Est-ce que ce sont des émotions? Comment jouer avec aussi nos émotions? Changer peut-être le regard qu'on peut avoir, changer notre comportement. Ok? On vous donnera ces slides par la suite. Alors, le but du jeu de la systémie, c'est de dire on a impérativement besoin de faire bouger des lignes. Mais nous, le seul moyen, le seul levier qu'on ait pour faire bouger les lignes de l'autre, en l'occurrence, c'est de bouger. Et d'accepter ou pas que l'autre bouge ou ne bouge pas, bien évidemment. Merci de ce complément si c'était pas suffisamment clair. C'est bon aussi? Ça peut être manipulation, mais c'est juste un renvoi, en fait. Alors, dans la communication, très vite, quand on est de mieux en mieux outillé, et sur le plan commercial, évidemment, elle se pose tout le temps, donc c'est très pertinent, évidemment, c'est de dire jusqu'où, finalement, notre capacité à pouvoir comprendre ce qui se joue va devenir de la manipulation. On est dans un cadre ici, on va voir qu'en fait, chaque fois, on frôle, hein, parce qu'effectivement, les grands maîtres de la communication sont aussi potentiellement des gens qui manipulent. Mais la communication, dans la vie humaine, elle est normalement pas faite pour manipuler. Elle est avant tout faite pour qu'on arrive à s'entendre, à construire quelque chose ensemble. Voilà. Je parle de manipulation, je parle de manipulation positive, et pas de manipulation. Oui, tout à fait, voilà. Mais c'est pour dire qu'on n'est pas très loin, c'est-à-dire qu'il y a des leviers qui peuvent de temps en temps, enfin, un certain nombre de ces techniques peuvent utiliser voilà, des éléments de charme, des choses comme ça, dont on peut penser à un moment donné que, voilà, sur le plan commercial, moi j'ai souvent été confronté à ça, y compris avec des gens qui avaient à vendre plutôt qu'un bien public, enfin, ou un service public, de dire, ouais, mais alors jusqu'où on est manipulateur? Oui, mais quel est le sens qu'on a? Enfin, voilà, donc se rappeler évidemment du sens. Alors, j'ai entendu tout à l'heure à plusieurs reprises, ah oui, mais de temps en temps, on n'arrive pas à les faire bouger. On a beau essayer de démultiplier les outils de communication, et finalement, il ne se passe pas grand-chose. En sociodynamique, dans une dynamique dans laquelle on va embarquer des gens, en fait, on apprend très très rapidement qu'il y a effectivement des comportements qui sont différents, et on les identifie à partir de deux axes. Un axe qui porte sur la synergie,
et un axe qui porte sur l'antagonisme. Alors pourquoi l'antagonisme? Ça a l'air d'être une valeur négative, mais l'antagonisme, ça veut dire notre résistance à. Et donc du coup, on comprend bien que quand on veut mobiliser quelqu'un, c'est intéressant de mesurer la résistance qu'on a à. Et la synergie, c'est en quelque sorte l'énergie qu'on va mettre, c'est-à-dire la capacité à se mobiliser, enfin l'énergie voilà, l'énergie qu'on va mettre à se mobiliser. Et donc du coup, quand on cartographie dans une dynamique de projet là où en sont les différents acteurs, à partir d'entretiens par exemple, alors c'est valable à partir d'un projet, hein, c'est-à-dire que personne n'est... on utilise évidemment des familles, mais c'est surtout pas pour cataloguer les gens et dire il y a des gens qui sont des grognons, des déchirés, des révoltés, etc. C'est par rapport à un projet. D'accord ? On cartographie sur ce projet les différents comportements et on se rend compte, ou les différentes capacités d'action, ou les différentes résistances qu'on peut avoir, et on se rend compte qu'on a affaire à des familles. Voilà. Et en fait, la famille la plus importante la plupart du temps dans un projet, c'est celle des passifs. Là, on ne le voit pas parce qu'on a juste rempli les cases. Mais le passif, c'est la famille la plus importante. Donc, ce n'est pas anormal d'avoir des passifs. Et donc, on voit que le passif, en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément contre. C'est bien qu'il y ait un correspondant handicap, c'est chouette que notre établissement s'occupe de ça. Ouais, enfin, moi, je ne suis pas très concerné pour le moment, mais c'est bien qu'elle fasse du bon boulot, hein, ou qu'il fasse du bon boulot. Mais je ne suis pas très concerné. Voilà. Ok, et puis alors, il y en a qui disent « Ah, mais comment, c'est pas possible, on devrait aujourd'hui systématiquement avoir une personne en situation de handicap dans chacun des bureaux. » Puis d'ailleurs, tous ceux qui ont un regard voilà. Alors eux, ce sont les militants, vous voyez. Mais le problème des militants, c'est que s'ils sont très engagés et qu'ils sont prêts à faire des manifestations, si on prend d'autres thèmes que le handicap, ces militants-là, souvent, ils manquent un tout petit peu de crédibilité parce que leur capacité critique est tellement faible qu'en fait, ils ne vont pas embarquer les autres. Voilà. Et puis après, on va avoir des gens qui sont un peu grognons en disant « Ouais, enfin, c'est bien gentil, mais on va encore nous ressasser du handicap. Là, ça fait déjà 1 an et demi qu'on nous... » Voilà. On peut même avoir de temps en temps des chefs grognons qui sont pas absolument contre, qui sont pas contre le système complètement, mais qui en même temps vont dire « Ça va, ça nous gaffe. Quoi. Pendant 1 an déjà, on a fait un plan d'action, on ne va pas systématiquement refaire quelque chose sur le handicap. » Je dis un chef, mais ça peut être un autre, parce que j'ai déjà entendu ça là. Voilà. Et donc lui, il n'est pas très méchant parce qu'il ne va pas lui falloir grand-chose, mais globalement là-dessus, ça va un peu l'agacer qu'on essaye absolument de le faire. Donc il n'est pas comme le passif qui finalement lui est un peu mou, mais pas contre. Il commence à avoir un petit degré, on va dire, de critique en disant ça va quand même. Il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que le handicap dans la vie. Ok. Et puis ensuite, alors aussi, on regarde un peu plus. C'est bon pour tout le monde, je suis un peu devant, mais c'était pour la caméra et je me méfie de ce truc-là. Après, si on rentre un peu plus dans le détail, on peut s'apercevoir qu'il y en a qui vont mettre déjà quand même, soit beaucoup d'énergie, mais en tout cas qui commencent à être vraiment contre. Voilà. Donc sur le handicap, celui qui est contre, c'est peut-être celui qui a vécu un jour sans qu'on lui ait donné des clés de décodage et en lui imposant. Et sur le handicap, voilà, une expérience assez négative, quoi. Donc sur le principe moral, il a des difficultés à être vraiment totalement contre et à mettre beaucoup d'énergie, mais enfin franchement, s'il pouvait, voilà. Ou alors des préjugés qui sont évidemment très importants. Et puis après les révoltés, mais si on va plus loin, c'est rare qu'on ait des déchirés sur le plan du handicap, quoique, mais ça pourrait être à l'inverse. Là, pour le coup, c'est vraiment des gens qui jouent quelque chose de très très important. Voilà. On donne souvent des exemples, par exemple, d'une voie ferrée, enfin d'un nouveau voie ferrée, enfin TGV par exemple, qui doit passer à travers le champ de quelqu'un. Les autres, ils trouvent très très bien que le TGV passe par là et qu'il y ait une gare pas loin. Mais celui qui cultivait avant, il y a toute sa famille, toute sa vie, vous voyez, c'est super compliqué pour lui. Voilà. Là, moi, j'entends parler dans une île en ce moment qui veulent mettre des éoliennes sur la mer juste à côté. Alors, il y a une super vue, un truc sauvage, tout le monde a acheté très cher des maisons pour avoir quelque chose de sauvage. Et puis là, on va mettre un champ d'éoliens avec 80 éoliennes qui vont être juste devant, qui vont complètement bouffer le truc. On comprend que ceux qui sont sur le bord de la plage devant les éoliennes, ils sont un peu déchirés, quoi. Ils mettent vraiment beaucoup d'énergie ils sont très très contre. Au-delà du fait qu'en plus de ça, il y a sans doute des éléments qu'il faut entendre, mais on comprend qu'on puisse être déchiré. Alors vous avez vu, j'ai un peu tourné en rond, mais ceux qui vont vraiment nous intéresser, c'est plutôt... Alors, on a donc deux ou trois ou quatre selon qu'on les décompose, mais globalement, on a ici au milieu en bleu donnant, hésitant. Souvent d'ailleurs, on peut trouver par exemple dans des partenaires sociaux des donnants, mais pour lesquels on va croire qu'ils sont déchirés, parce que leur niveau critique est important, mais en fait, si eux, on arrive par exemple à les convaincre, souvent...
les autres vont suivre, parce que s'ils ont un esprit critique, s'ils exercent d'une manière habituelle leur esprit critique, et s'ils ont posé des conditions sur le projet, alors à ce moment-là, quand ils l'ont accepté, à ce moment-là, du coup, on va aller beaucoup plus vite. Donc ne pas hésiter à donner du crédit aux donnants-donnants et aux hésitants qui, de fait, seraient quand même prêts à mettre un peu d'énergie. Donc, évidemment, vous avez compris, en jaune, les leaders concertatifs, c'est le noyau dur sur lequel vous devez travailler. En termes de démarche de projet, ce qui est vraiment très important, quand vous voulez convaincre quelqu'un, c'est pas y arriver, c'est pas de penser que vous allez arriver, enfin, vous avez des moyens de pouvoir, entre guillemets, créer des déclics par de la communication, on va le voir tout à l'heure, la pub, etc. Enfin, ils utilisent ces moyens-là. Mais dans la réalité d'un projet et dans lequel d'une mobilisation d'acteurs autour d'un projet par exemple d'une politique en faveur des personnes en situation de handicap, ce qui va être très important, c'est de comprendre quel est son noyau dur, avec qui on fonctionne. Donc, quelle est cette espèce de triangle d'or qu'on voit ici en jaune, c'est pour ça qu'il ressemble à un triangle et il est en jaune, leader et concertatif, qui eux-mêmes vont essayer de comprendre avec les donnants-donnants quelles sont les éventuelles résistances qu'il peut y avoir et qui vont arriver à convaincre les hésitants. Et globalement, le gros du bataillon suivra. Alors les passifs ne viendront rarement des actifs, peut-être quelques-uns vraiment, mais tout à fait par hasard. Donc ça, c'est à l'heure de croire qu'on va arriver à rendre tout le monde mobilisé sur un projet. Ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, si les hésitants, les donnants-donnants, les hésitants ont été convaincus et commencent à passer à être, on va dire, beaucoup plus mobilisés par rapport à ça, alors à ce moment-là, les passifs, qui sont le gros du bataillon, vont quand même suivre d'une manière, enfin, vont pas mettre d'obstacles, ils vont suivre d'une manière beaucoup plus facile. Ok? Donc si je reprends mon truc, non mais je vais pas, j'ose plus maintenant, j'ose plus toucher mon machin. Pourquoi ça n'a pas voulu marcher? Si je reprends mon système, on a donc un noyau dur dont il faut se préoccuper qui est le leader concertatif. On n'est pas les seuls par rapport à ça. On va aller attaquer cette espèce de patate aplatie, donnant, hésitant. Hein, donc des gens qui sont prêts à mettre de l'énergie et qui ont malgré tout un esprit critique. C'est important que cet esprit critique s'exprime. Ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe. Et ensuite, les hésitants vont permettre de tirer parti on va dire, de ce gros bataillon des passifs. Le déchirer ou le révolter, à un moment donné, sur des projets qui sont vraiment des projets chauds, ça ne sert à rien de vouloir absolument les embarquer avec. C'est-à-dire passer beaucoup d'énergie et essayer de leur prouver quelque chose, ça ne sert à rien. Et là, si à un moment donné, il faut avancer. Et il ne faut pas forcément leur donner beaucoup de paroles. Je parle pour les de place, je veux dire, dans les débats publics, par exemple. Je parle notamment pour les déchirer et pour les révolter. Voilà. Ils ont le droit d'avoir un avis qui est différent. On peut les entendre au début, mais s'ils restent positionnés là-dessus, passons pas trop de temps. Je fais un peu vite, mais on a le droit de s'arrêter et vous avez le droit de me poser des questions. C'est bon? Ok, alors, quelques éléments, on rentre un peu plus maintenant dans les différents outils et les impacts qu'on peut avoir. Prise de parole en public, quand vous devez communiquer auprès des uns et des autres. Ce que l'auditoire va garder en mémoire, c'est les mots que j'emploie là maintenant, en ce moment, vous allez en garder 6%. Voilà. Le paraverbal, la manière, les intentions, les arrêts que j'ai pu faire, etc., le mouvement, la voix, la respiration, 37%. Donc du coup, je n'ai pas suffisamment respiré. Il aurait fallu que je sois beaucoup plus vigilant dans mon propos. Le non-verbal, le look, les gestes, la posture, 57%. C'est juste pour dire qu'à un moment donné, dans la communication, ce qui va se jouer dépasse très largement ce qu'on imaginait qui allait se passer. Et donc pourquoi il y a des gens qui travaillent énormément ça? C'est parce que si on veut à un moment donné, dans un collectif, expliquer quelque chose, ben, en fait... si on fait un super PowerPoint et qu'on reste collé à notre PowerPoint, 6% simplement est retenu à la fin. Voilà. Quand on est en prise de parole en public, ce que disent les professionnels du sujet, c'est 3 éléments, les 3 V. Il faut être vrai, il faut croire à ce qu'on dit. Si on n'y croit pas, ça se sent, ça s'entend. Il faut être vivant, énergique, évidemment. Et il faut être volontaire et être convaincu soi-même. Et dans les exercices de synthèse qui sont demandés, quand par exemple, aujourd'hui on a pas mal de startups qui sont souvent invités à faire des pitchs, vous voyez, des choses très très courtes. En fait, il y a 3 éléments qu'il faut simplement retenir. C'est quelle est la situation initiale sur laquelle on part, et on va voir qu'on la retrouve après dans la communication écrite. Quelle est la problématique et quelle est la conclusion, la recommandation qu'on fait. Je passe vite, je vous donnerai ça, mais c'est intéressant. Et c'est la même chose sur la communication écrite. Si vous essayez de voir dans des magazines ou sur des affichages ce qui se joue, souvent, même si derrière il y a d'autres formes et selon ce qu'on veut provoquer, mais souvent,
on a, et souvent d'ailleurs de gauche à droite, même si ce n'est pas systématique, mais c'est comme ça que ça fonctionne bien, parce que notre regard part comme ça, la situation telle qu'elle apparaît, on voit se dessiner en fait une situation qui nous met dans une ambiance, dans quelque chose qui nous, voilà, qu'on comprend, et en tout cas on rappelle les éléments de contexte, on rappelle de quoi on parle, ce qu'on voudrait qu'elle devienne, une espèce de projection, en tout cas ce qu'elle n'est pas suffisamment, cette situation, et ensuite ce que nous proposons pour y parvenir. C'est un peu la même chose que ce qu'on avait vu juste avant. C'est bon pour vous aussi, là, j'ai l'impression, en ne bougeant pas, que je frustre certains de ce qui se passe derrière, mais ce n'est pas le plus important. Ok, ça c'est les clés d'une communication fluide. Alors ensuite, il y avait un certain nombre de questions tout à l'heure dans le tour de table qui étaient posées sur oui, mais alors comment on fait malgré tout ce qu'on a pu essayer de faire pour arriver à faire passer des messages. Alors la publicité, elle est beaucoup plus manipulatrice que l'est une relation interpersonnelle. Donc oui, on est en train de passer en revue différents médias, entre guillemets, différents moyens, différents outils. Et du coup, les publicitaires, eux, ils se sont rendus compte, ils se sont souvent confrontés à ça. Ils continuent d'ailleurs, et de temps en temps, ils testent des choses et ça ne fonctionne pas. Ce que nous disent en général les publicitaires, c'est, en fait, premier élément, le premier fondamental, c'est qu'il faut faire du bruit. Hélas, on est dans une société, et c'est pas près de s'arrêter, dans laquelle la communication est permanente et partout. Et partout est bruyante. Et donc, du coup, on n'a pas d'autre choix que de faire davantage de bruit que les autres. Alors quand on dit faire du bruit, ce n'est pas forcément au sens propre du terme, ce n'est pas forcément en termes de décibels, mais c'est en termes d'emprise sur les autres. Donc dans une communication qui n'est pas interpersonnelle, qui est moins ciblée, qui est plus générale, dans laquelle à un moment donné il faut qu'on ait un impact fort avec quelque chose, on n'a pas d'autre solution. C'est la raison pour laquelle à un moment donné le choix de l'outil va être super important. Si sous prétexte qu'il faut gagner du temps, il faut faire vite, on n'a que des outils qui sont des outils comme grands médias, grand public, ben, il va falloir faire du bruit. Et faire du bruit, ça peut vouloir dire aussi être un peu détonnant, être provocateur, être grand, sur des grands, voilà, sur des affiches qui vont être un tout petit peu plus grands que les flyers qui sont là, vous voyez, des espèces de 3x3 énormes. Voilà. Si dans votre établissement, à un moment donné, vous mettez un énorme 3x3 dans un hall d'accueil, il y a quelque chose que les gens se disent « Waouh, qu'est-ce qu'ils nous font là, avec les personnes en situation de handicap ?» Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire nécessairement, mais là au moins vous serez vu. Là au moins vous allez créer un déclic. Alors après, il faut qu'évidemment la communication soit pertinente. Répéter et répéter encore, pas d'autre choix. C'est-à-dire qu'évidemment, la communication, ce n'est pas uniquement un vœu, c'est un exercice, c'est une pratique, c'est une expérience qui montre qu'il faut y aller, et y aller encore. Et puis être original, évidemment, capter l'imagination, avoir des messages originaux. Juste quelque chose, quand on est dans une communication qui est presque manipulatoire, dans le sens où il faut qu'on en fasse encore beaucoup plus, et que ça marche, parce qu'on a été provocateur comme il a fallu. Je ne sais pas si vous vous souvenez des pubs de Benetton, qui étaient un peu provocatrices au début. Bon, on se souvenait que c'était Benetton, quoi. Voilà. Le seul truc, c'est que si on n'est pas cohérent, aligné par rapport au message qu'on fait passer, alors l'impact va être très très fort, mais il va se décupler dans le côté négatif. C'est-à-dire que une entreprise, par exemple, qui voudrait faire une communication très forte, mais qui ne dirait pas ce qu'elle est réellement, qui ne communiquerait pas sur ses valeurs réelles, et qui serait dans l'imaginaire, se retrouverait mais très 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 vite mis en défaut. Voilà. Et vous l'avez compris, en matière de communication gouvernementale, c'est la même chose, gouvernementale ou politique. Ok. Deuxième partie, et je vais essayer d'être synthétique autant que possible. Alors la différence nous gêne, et ça c'est une vraie réalité. Dans notre mode de fonctionnement, nous sommes des êtres primitifs qui avons, dans nos gènes, avec nos ancêtres, été obligés de nous battre contre des bêtes féroces, contre des incendies. Donc nous avons dû apprendre à courir vite, à porter des choses, à nous méfier d'animaux qu'on ne connaissait pas, du feu, etc. Et donc on a petit à petit dans notre cerveau humain fait des raccourcis pour nous permettre d'être plus vite prévenus des dangers qui allaient arriver. Ça, c'est notre mode de fonctionnement et c'est ça qui fait le stéréotype, pour faire très très court. C'est ça qui va organiser notre vie. C'est un gros avantage, c'est qu'en fait, on va bien plus vite que si on devait systématiquement analyser une nouvelle situation. D'ailleurs, on passe de l'enfant à l'adulte en découvrant petit à petit
comment, à un moment donné, il y a des dangers, il n'y a pas de danger. Le seul truc, c'est qu'en fait, on ne va pas découvrir la même chose les uns les autres. Pourquoi on ne va pas découvrir la même chose? Parce qu'en fait, on va se représenter très rapidement des dangers. D'abord parce que dans nos propres familles, les dangers ne vont pas être là, au même endroit que les autres. Il y en a pour lesquels être lymphatique, c'est quelque chose qui est insupportable dans une famille. Pour des autres, être un excité, c'est insupportable dans une famille. Donc le mode de comportement qui va nous permettre de nous adapter à la situation qui fait qu'on va être aimé, qu'on va être écouté, etc., peut être complètement différent de l'un à l'autre. Ce qui fait notre diversité, entre autres. Voilà. Au-delà de ce qui peut être éventuellement transmis par les gènes ou par la mémoire, voilà, comme certains l'appellent, cellulaire. Je ne rentre pas là-dedans parce que je ne sais pas si ça marche ou pas, mais enfin certains disent qu'on porte en nous, y compris le poids d'un certain nombre de générations précédentes. Et donc du coup, quand on a pris conscience de ça, on se rend compte que il y a un certain nombre d'éléments qui nous gênent parce qu'il y a des choses qu'on a dû enfouir. C'est un peu de la psychologie de base que je fais, mais globalement c'est ça qui se joue. C'est qu'il y a un certain nombre de sujets dont on s'est fait rapidement, enfin pour lesquels on nous a rapidement dit « attention, danger ». Ah non, on ne parle pas de ce genre de choses, on ne dit pas ça, ni à table, ni ailleurs, etc. Et donc on ne dit pas ça, et bien finalement on a petit à petit éjecté de notre capacité à comprendre la vie dans notre enfance un certain nombre d'éléments qu'on a vraiment mis de côté. Et puis parfois, en fait, on a été contrarié dans ce qui était l'essence même de nous-mêmes, parce que nous portons tous en nous un être particulier, au-delà de la manière dont on a été ensuite ajusté, façonné. Et nous avons tous une âme, entre guillemets, particulière, ou en tout cas une orientation particulière qui fait de nous des gens qui sont particulièrement attirés là-dessus. Alors si on a été contrecarré dans ce que nous avons été, alors il y a quelque chose qu'on l'a enfoui. C'est vraiment le truc sale, quoi. C'est le truc qu'on ne doit pas être. On ne doit pas être quelqu'un de vif. Ça veut dire qu'on n'écoute pas et qu'on ne s'intéresse pas aux autres. Donc du coup, tout ce qui va ressembler à de la vivacité, je prends des exemples qui sont banaux, mais vous avez compris qu'on pouvait aller beaucoup plus loin sur le plan psychologique. Puis certains d'entre vous, vous êtes des spécialistes. Et donc du coup, on l'a tellement enfoui que c'est devenu des ombres. Et donc ces ombres-là, c'est devenu des espèces de trucs qu'on ne doit pas ressortir. Donc le handicap, par rapport à ça, c'est un sujet tabou parce qu'il va toucher quelque chose de la fragilité qu'il ne faut pas qu'on montre. Parce qu'on a été aussi structuré pour voir de quelle manière on était capable de contourner des difficultés, de s'adapter à des difficultés, mais certainement pas, on a rarement, je pense, dans nos éducations, reçu énormément de messages sur l'éloge de la fragilité et de la capacité à être soi-même, juste au moment présent, sans se projeter dans l'avenir, en étant réceptif à tout, y compris fragile, aux attaques. Vous voyez, c'est pas ça qui s'est passé. Et donc du coup, évidemment, ce sujet, il vient nous gratter largement. Et c'est ça qui rentre en ligne de compte. Voilà, donc dans l'exercice de communication pour lequel vous êtes là aujourd'hui, vous cherchez des réponses, va se jouer tout ça. Des éléments qui sont, qu'est-ce qui se passe dans les médias de communication, enfin dans les moyens, dans les outils, dans les leviers, mais aussi sur quoi on va pouvoir travailler. Finalement, c'est quoi un bon thème? Comment on approche cette question du handicap? Alors, juste pour vous faire un petit peu rire, il y a quand même des choses qui fonctionnent ou pas. Voilà. Il faut savoir qu'on a des préjugés qui sont non seulement des modes de fonctionnement qui sont individuels et qui sont liés à notre parcours personnel, c'est ce que je vous disais, mais qu'on a aussi des choses qu'on partage sur le plan collectif. Et ça nous arrange bien parce que ça nous permet de faire des raccourcis. Voilà. Alors quand vous entendez ça, ce qui est grand est important, vous vous dites non, on n'en est quand même pas là. Ouais, on n'en est pas là. Alors je continue. Vous savez la taille des uns et des autres. Vous savez que notre ancienne épouse du président était quand même assez grande. Ok. Et voilà, quand vous regardez avec Schroeder ici, ici il ne se passe pas grand-chose, mais là on a l'impression qu'ils sont quasiment à la même taille. C'est marrant, la différence est quand même plus nette. C'est net ? Regardez ce que c'est. En fait, systématiquement, Nicolas Sarkozy, quand il était en communication, et il avait raison de le faire, hein, vous allez voir pourquoi, hein, il est grimpé sur une marche, sur un petit truc, il avait toujours son truc qui était comme ça. Ça, c'est un pro de la communication. C'est-à-dire, il se dit, plutôt que d'essayer de me battre contre un préjugé, bah, je vais essayer de le contrecarrer, parce qu'il n'avait pas le temps, de toute façon, hein, d'arriver à convaincre l'ensemble des habitants de France que petit, c'était... C'est ? Oui, mais plein. Voilà, c'est un des exemples, j'en avais 36 000, mais je me suis dit qu'on allait faire court et vous alliez vite comprendre avec ça. Voilà. En même temps, statistiquement, quand je disais il avait raison de le faire, voilà l'analyse qu'on peut faire sur le plan sociologique et économique. Alors là, ça fait un peu peur.
Hein? Ça fait peur, ça. Hein? Bon, ça date un peu, puisque on s'est arrêté en 2003. Mais vous voyez, quand vous voyez ça, vous dites, bah oui, mais on vit avec ça quand même. Alors voilà, juste pour qu'on soit un tout petit peu sensibilisé, mais vous le savez déjà, voilà quelles sont ce qu'on appelle les pensées routinières de ce type-là, ce qui est grand et fort et est important et puissant, etc. Les experts émettent des avis autorisés. Voilà, attention, l'expert. Jugez, exercez votre critique par rapport au rôle que je joue aujourd'hui sur l'expert. S'il y a des choses qui vous semblent bizarres, c'est pas parce que je vous le dis. Voilà. Mais si j'avais en plus une blouse et que je vous parlais, une blouse blanche et que je vous parlais de la dimension médicale de certaines pathologies, vous me diriez oui, à coup sûr. Voilà. Ça, c'est dans nos têtes. Hein. La majorité a raison. Ah oui. Le nombre d'arguments assure la validité du jugement. Une espèce de pesée, là. 10 arguments contre 3, c'est qu'il y a plus de bonnes raisons d'être d'accord avec le noir qu'avec le blanc. Ce que font les gens bien, c'est bien. Les gens sympathiques disent la vérité. La manipulation n'est pas loin derrière. Ça ne veut pas dire que les gens sympathiques ne disent pas la vérité pour autant, mais le fait qu'on ait fait ce raccourci, c'est dangereux si on n'exerce pas notre discernement chaque fois. Ce qui est officiel est important. Ce qui est logique est vrai. L'union fait la force. Ben, je vous laisse les découvrir, il y en a plein. Hein. Plein. La première impression est la bonne, ce qui est rare et cher. Enfin bref, je suis sûr que vous vous sentez traversé en disant « waouh » le nombre de fois où je n'exerce pas en fait mon discernement, c'est-à-dire je me laisse piéger par une pensée routinière qui en fait à un moment donné va petit à petit se construire et se renforcer, évidemment, parce que les uns les autres on renforce. Après on en discute entre nous, ah bah oui mais ça c'est normal. Il n'y a pas de fumée sans feu. Enfin plein d'expressions comme ça qu'on porte avec nous. Ok, je continue. En fait, quand on regarde, on a deux vitesses de la pensée. Il y a une vitesse qui est une vitesse immédiate, d'économie, de raccourci. C'est ce qu'on appelle l'opinion. Et c'est l'opinion qui, évidemment, va donner lieu aux préjugés. Alors, la pensée routinière, l'opinion, les préjugés. Donc, les stéréotypes, les heuristiques, les routines, les habitudes, enfin, pas mal de termes, je ne rentre pas trop là-dedans. Je pense que vous avez déjà aussi suivi ça, les normes, les rôles. Et puis, vous avez le jugement. Et donc, le jugement, lui, il va commencer par prendre un peu plus d'autonomie. C'est-à-dire, il va plus exactement poser la capacité d'autonomie qu'on a par rapport à une situation. Et donc, on va essayer de réfléchir à ce qui est... On va démonter, on va dire, les propres arguments qu'on va générer nous-mêmes dans notre propre tête. Voilà. Et donc, on va essayer de discerner à partir d'arguments, de choix raisonnables, de mesures, de cohérence, de désir. Ça ne veut pas dire pour autant que l'intuition, à un moment donné, elle n'a pas lieu d'être. Hein. Ça ne veut pas dire qu'aller vite de temps en temps pour faire l'économie d'un système n'est pas nécessaire. Mais ça veut dire que si on ne se confronte pas personnellement, régulièrement, à des systèmes automatiques, alors on risque d'être uniquement dans la pensée irréfléchie. Voilà. Les stéréotypes, mettre ensemble ceux qui semblent aller ensemble. Allez, un dernier petit jeu. Elle vous dit quoi, cette dame-là? Vous mettriez quoi comme vocable derrière cette dame? Hein? Vous la pensez intelligente, vous la pensez belle, vous la pensez... C'est quoi le truc? Ah, parce qu'elle est blonde. Hein? Je sais pas. Bon, voilà. Beauté, intelligence, ambition, c'est quoi finalement le truc? Alors, en fait, elle s'appelle Maria De Angelo. Alors, à votre avis, elle est davantage intelligente, belle, réfléchie? C'est pas, hein, mais parce qu'on vient de travailler un petit peu sur la communication. Ouais, mais en fait, si elle s'appelle Sarah Finkelstein... Hein? Alors on se dit, ah tiens, c'est peut-être... Non, en fait, c'est un peu différent par rapport à la perception. Et non, en fait, elle s'appelle peut-être Kay O'Malley. Ah, mais là, ça dit autre chose. Alors, en fait, pourquoi je ne vais pas vous faire l'exercice, mais sachez simplement que quand on a fait des sondages à une échelle très très importante, eh bien, on s'est rendu compte que quand on disait, voilà, on vous présente Madame Kay O'Malley, on aimerait que vous nous disiez un peu spontanément ce que vous pensez d'elle. Ben, si elle s'appelait Kay O'Malley, elle était en bleu, c'est-à-dire qu'elle était neutre. Coup de bol. Elle était bien surtout, elle n'était pas excellente dans... Si elle s'appelait Maria De Angelo, alors elle était franchement belle. Vraiment, là, elle plafonnait à 9, 8,5, 9. Mais par contre, en termes d'intelligence, là, on ne pouvait pas dire qu'elle ne l'était pas, mais enfin, franchement, c'est pas ce qui se voyait le plus.
Et donc on a fait ça, je ne sais combien d'exemplaires, et voilà ce qui s'est passé. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on a tous derrière nous des stéréotypes qui nous montrent qu'on peut passer complètement à côté de notre capacité à être un peu objectif. Bon, vous ne l'avez pas été, vous avez été parfait. Mais hélas, pourtant, les statistiques disent quelque chose quand même de ça. Et c'est des statistiques faites auprès d'une population française? Alors, celle-ci avait été faite, alors j'ai zappé le truc, mais celle-ci avait été faite, je crois, auprès d'une population absolument française, et je crois qu'on était à plus de 2000 questionnaires dans la rue pour savoir ce qu'on pensait. C'est un laboratoire à Caen, un chercheur en fait, qui a mené cette enquête-là. Voilà, ça dit quelque chose, hein, la manière dont on est quand même extrêmement conditionné finalement par un certain nombre d'éléments. Alors voilà, parmi les conditionnements, les femmes sont plus altruistes, plus bavardes, plus intuitives, plus que les hommes. Et les Français, en général, ils sont râleurs, arrogants, beaux, parleurs, narcissiques, prétentieux, chauvins. Vous voyez qu'on voit que c'est des pensées routinières, heuristiques. En réalité, est-ce qu'on ne croit que ce qu'on voit? Oui. Sauf que dans la réalité, c'est moins qu'on croit ce qu'on voit que je ne vois que ce que je crois. C'est-à-dire que notre système est déjà tellement construit qu'on va voir une réalité qui est différente. Voilà. Alors, là, c'est un exercice qui a été fait pour vous en faire la démonstration, qui a été fait auprès d'élèves de 6e et de 5e entre 2007 et 2009. Donc, vous voyez, on a quand même un schéma, là, enfin, une espèce de dessin qui est assez compliqué. Et donc, dans ces classes-là, on a dit... alors, dans une classe, enfin, on l'a fait à plusieurs reprises dans différentes classes, mais donc, dans certaines classes, on disait... En fait, ici, il s'agit d'une figure géométrique. Donc, des maths, quoi, une figure géométrique. Et donc, on a dit, prenez 10 minutes pour vraiment bien réfléchir. Vous n'avez pas le droit de noter, de faire des dessins. Vous prenez vraiment 10 minutes pour bien retenir le truc là. C'est des figures géométriques. Et donc, du coup, vous allez ensuite refaire le dessin. Voilà. Et dans une autre classe... On a dit, ce ne sont pas... Alors là, vous voyez, c'est un dessin, en fait, c'est de ce qu'on appelle de l'art contemporain. Et donc, du coup, retenez bien ce dessin et il va falloir que vous le reproduisiez. Eh bien, les résultats de succès à ce dessin, alors pas forcément dans tous les détails, mais en tout cas, on l'a mesuré comme ça donne ça. Quand on disait que c'était un test de géométrie, les garçons étaient plus performants que les autres. Et quand on disait que c'était un dessin, c'est les filles qui étaient plus performantes. Conditionnement. Donc va se jouer aussi la confiance que nous portons en nous, dans notre capacité à pouvoir reproduire. Ah oui, mais moi en dessin je suis bon. Ah mais moi en géométrie je suis nul. Voilà, pour vous parler un peu des influences. C'est tout ça qui rentre en ligne de compte sur le handicap. Hein. C'est toute la capacité à un moment donné à parler de ce qu'il y a, à partir de ce qu'il y a dans la tête de chacun. Et nous-mêmes d'ailleurs aussi à être obligés de décoder ce qui est en train de se jouer pour nous. Ce qui nous semble à un moment donné évident ne l'est pas. Voilà. Alors, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que les stéréotypes, enfin en tout cas que les représentations qu'on peut se faire sont mauvaises, vous avez compris, parce que sinon on perdrait un temps incroyable, on nous en voudrait tous d'être des gens qui sont lents, dès qu'on nous pose la moindre question, on dit alors attendez, il faut quand même qu'on voit, qu'on pose le problème, c'est quoi les éléments de contexte? Non mais c'est trop tard, là on s'est pris le coup, un concurrent quand on est dans une société l'a fait, l'usager il n'est pas content, on a raté notre coup. Donc qu'on ait des raccourcis pour aller plus vite, c'est non seulement bien, mais c'est normal. Sauf que ces raccourcis nous permettent de rentrer dans une dynamique de stéréotypes et de stigmates qui va beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Voilà. Et le stigmate, alors le stéréotype, c'est vous avez vu la pensée dans laquelle on enferme, on synthétise, mais le stigmate, c'est qu'on va porter un jugement ensuite sur la personne. C'est-à-dire toutes personnes qui vont être dans cette catégorie vont être affublées des mêmes attributs, enfin on va leur donner les mêmes attributs que l'image qu'on a, que le stéréotype porte. Et c'est là où on appelle ça du stigmate. Voilà. On va le voir tout à l'heure dans un certain nombre de films. Et puis sans doute dans un certain nombre de témoignages, notamment vous avez beaucoup parlé du handicap invisible. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme représentation sur le handicap invisible? Vous allez voir, on en a plein. Voilà, et donc du coup, le gros problème de stéréotype stigmate, c'est que non seulement nous sommes porteurs et nous envoyons un certain nombre de choses et on va au stigmate, mais le problème c'est que en fait on en arrive petit à petit, je ne vais pas trop le développer, mais c'est super intéressant, à être dans la prophétie autoréalisatrice.
C'est ce qui s'est passé tout à l'heure, juste avant, avec les femmes, enfin les jeunes filles et les jeunes garçons. Ah, mais toi, ouais, les filles, en général, c'est bon en dessin. Et très rapidement, c'est bon en dessin. Pour la petite histoire, il y a eu des expériences extrêmement poussées qui ont été faites dans un certain nombre d'écoles, dans lesquelles, sous couvert d'un test qui avait été un test travaillé, scientifique depuis des années, etc., on a fait comprendre à des professeurs qu'on était capable de détecter ceux qui étaient des hauts potentiels et ceux qui, enfin pas hauts potentiels au titre de HP, voilà, mais des forts potentiels et ceux qui ne l'étaient pas. Et puis ensuite, on a inversé, on a changé. Et en fait, on a vu des élèves devenir des gens super doués alors qu'ils ne l'étaient pas du tout, puis se casser la gueule complètement l'année d'après parce qu'au contraire, on avait dit au prof suivant, à l'instituteur suivant qu'au contraire, lui, franchement, on avait fait tous les tests et qu'il n'y avait rien à en tirer. Et on est exactement dans ce système-là, de cette spirale. Le regard qu'on porte sur les autres. Et donc, les personnes, voilà, je pense à Julienne, par exemple, qui explique bien comment, à un certain moment, le risque, c'est d'incarner, s'ils ne sortent pas de ça, s'ils ne prennent pas de la distance par rapport à ça, d'incarner complètement ce qu'on pense d'eux. D'ailleurs, c'est leur manière d'exister, puisqu'on pense à d'eux pour exister par rapport à ça, bah autant qu'ils revêtent ce même costume. Voilà. Alors, revenons un peu plus sur le handicap. 55% pensent que les personnes handicapées ont du mal à accomplir leur travail. 19% pensent qu'une personne handicapée ne saurait pas réaliser leur tâche. Je ne me souviens plus, parce que j'ai zappé ça aussi, d'où viennent ces chiffres. Ils datent de 3-4 ans, je crois, à peu près. Ils ne sont pas très très vieux. Donc, du coup, on peut dire quoi sur la communication, si on veut travailler sur ça, parce que c'est ça votre problème aujourd'hui, hein, vous le savez, c'est on doit jouer d'abord un rôle de déclic pour corriger. C'est-à-dire pourquoi parler de ces stéréotypes? C'est parce que s'il y a quelque chose à faire bouger, c'est ça en fait. Hein. Donc, du coup, on commence à mieux comprendre du coup, sur quel type de communication on doit être. Alors, juste, je ne vais pas vous en passer beaucoup, mais si ça veut bien fonctionner, j'ai fait des tests tout à l'heure, ça marchait. Il paraîtrait qu'il y a un bipolaire au bureau. Oui, en même temps, c'est pas vraiment une surprise. Hein. J'ai toujours su qu'il était un peu... Ah bah, ils ont deux personnalités. Un bon et un mauvais côté. Et ça peut changer comme ça, tac, d'un coup. Je me méfie des bipolaires. Tout ce qu'ils font, ils le font par stratégie. Je suis pas très à l'aise avec l'idée. Hein. Il paraît qu'ils sont très dépensiers. Enfin, si jamais il a un coup de folie et qu'il dépense tous les sous de la boîte. On est assuré pour ça? Va pas falloir trop l'énerver, l'animal. Ah bah, à la moindre contrariété, il va tout casser. Quoi, tout casser? Ouais, on est assuré pour ça aussi? Inapte au travail. Inapte. Inapte. Ah d'accord, la fille qui casse tout. Ouais, je vois. Bah en tout cas, c'est pas moi ça. Hein. Moi, j'ai jamais été violente de ma vie, j'ai même jamais insulté quelqu'un. Je m'appelle Manon, j'ai 43 ans et je suis bipolaire depuis l'âge de 28 ans. Je suis diplômée ingénieure agronome. J'ai travaillé d'abord en tant qu'ingénieure d'études dans l'informatique, puis dans les ressources humaines. Et aujourd'hui, je suis écrivain et conférencière et je donne aussi des cours de danse en couple. Je dirais qu'une personne bipolaire, c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie et qui est prêt à déplacer des montagnes pour prouver qu'elle est à la hauteur de la confiance qui lui est accordée. C'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de courage pour maintenir son équilibre en permanence. C'est quelqu'un qui apprend à bien se connaître et à se maîtriser. Et finalement, je trouve vraiment dommage de laisser sur le carreau des personnes avec un tel potentiel qui finalement ne demandent qu'à trouver leur équilibre. Voilà, il y en a plusieurs comme ça, sur plein de troubles psy particuliers. On pourra les passer tout à l'heure à la pause, mais je vais essayer, voilà, schizophrénie, etc. Je vais passer assez rapidement. Je voulais vous montrer ce petit film pour deux choses. Un, pour vous montrer qu'on peut un peu désamorcer au début en jouant un peu dans la caricature. Ça fait partie des éléments qu'on va voir tout à l'heure. Voilà. Et deuxièmement, qu'effectivement, en termes d'image, de temps en temps, casser le regard autour de l'inversion qu'on peut faire, c'est assez utile. C'est AG2R qui a fait ça, mais je pense que vous êtes aussi assez nombreux à l'avoir fait. Ça peut faire partie des choses intéressantes. Et puis, je voulais montrer ce film aussi parce que là, on est clairement dans le handicap invisible aussi. Hein. Voilà.
Alors, parmi les différents éléments en termes de communication, puisqu'on disait il faut créer des déclics, il faut parler fort, il faut créer de l'impact, alors je n'en ai mis que quelques-uns, mais il y a une méthode qui me semble assez intéressante parmi les nombreuses méthodes pour lutter contre les stéréotypes, qui est celle de l'inoculation. Donc l'inoculation, la première phase, c'est en fait renforcer encore un peu plus l'absurdité entre guillemets de la situation telle qu'elle apparaît. Et donc là, par exemple, ça serait sur la discrimination notamment, enfin la lutte contre les discriminations, que faudrait-il faire pour bien détester travailler avec les uns les autres? Posé comme ça, vous voyez, l'interrogatif là, sur lequel on donne une affirmation. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Souvent, d'ailleurs, dans les groupes de travail, les focus groups qu'on peut être amené à animer, on se rend compte qu'on a beaucoup plus d'impact quand on tourne les choses d'une manière interrogative comme ça. Ah ouais. Alors on pousse le ridicule, les gens nous disent mais c'est pas ça qu'on attend de vous, on attend de voir comment on construit. Oui, mais le fait de se poser la question de savoir ce qui est sûr ce dont on est sûr qu'il ne va pas marcher, ou ce dont on est sûr qui obtiendrait plus exactement l'effet inverse, nous permet de temps en temps de pouvoir inverser le truc. Voilà. Autre exemple, que faudrait-il faire pour que plus personne ne veuille travailler avec nous? Que faudrait-il faire pour qu'on soit sûr que la personne qu'on désigne comme handicapée sur telle ou telle chose soit la plus inefficace possible, pardon. La plus inefficace possible. Alors, si on veut qu'elle soit la plus inefficace possible, petit à petit, ceux qui sont autour du groupe vont commencer à dire déjà, il faudrait commencer à lui dire qu'elle est nulle. Ah oui, ça c'est très bien. Bon, super, donc ça on va lui dire, ok. Et puis, de toute façon, être convaincu qu'elle ne peut pas faire quelque chose et donc lui prendre le boulot qu'elle a, ok, très bien. Voilà. Et vous voyez, on continue comme ça. Et donc, au bout d'un moment, on va être assez aisément en capacité de pouvoir retourner en disant et en fait, et si on disait autre chose, quoi. Si au contraire on était dans une pensée qui était une pensée constructive plutôt que négative. Et là on va voir arriver un certain nombre de réponses. Du fait de nos habitudes, préjugés et routines, qu'avons-nous déjà mis en place effectivement pour être détestables? Se poser nos propres questions. Voilà, puis le temps 2, c'est comment innover au quotidien dans notre manière d'être. Et là, on reconstruit sur des choses qui sont davantage collaboratives, dans lesquelles on invite les uns et les autres à rentrer dans cette démarche-là, à être co-constructeurs de cette démarche. Donc ça, c'était rapidement une petite méthode. Et puis, on va terminer avec ça. Juste une spécialiste de chez Heureux RSCG qui disait il y a quelques années sur les campagnes de handicap. Donc elle était devenue un peu spécialiste du handicap, donc elle a énormément travaillé sur tous les affichages. Et elle avait repéré en fait qu'il y avait 3 types de communication qui étaient envoyées. Communication sur l'engagement, alors là c'était l'annonceur. Moi, employeur public 2, conseil départemental de machin, nous avons décidé de faire une communication, nous sommes des gens qui sont très impliqués, très engagés sur le handicap. Bon, ça a eu ses effets, il y a eu en tout cas quelques impacts. Certains ont communiqué sur les compétences. Le message porte sur l'importance accordée exclusivement aux compétences et aux talents. Voilà, donc en essayant de mettre en avant les talents, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure ici. Et puis l'annonceur, et puis sinon la différence, certains ont essayé de communiquer sur la différence. In fine, les meilleurs résultats portent sur le choix numéro 2, c'est-à-dire sur les compétences et la mise en scène de la manière dont les personnes amènent des compétences et amènent leur contribution chez l'employeur ou auprès de l'entreprise. Voilà. Je vous passe tout le commentaire qu'elle avait fait derrière, mais retenez qu'aujourd'hui, ce qui semblerait être le plus pertinent est plutôt de mettre en scène des personnes en situation de handicap, non pas pour montrer leurs différences, mais pour montrer ce qu'elles sont réellement capables de faire. Voilà, et j'avais prévu 1 heure, nous y sommes, donc je vous propose, alors un dernier point, oui, communiquer sur les handicaps invisibles. Bon, mais ça reprend un certain nombre de choses qu'on avait vues. On a retrouvé évidemment un certain nombre notamment de médias qui avaient été utilisés pour justement communiquer sur ces compétences invisibles. On en reparlera tout à l'heure parce qu'un certain nombre d'entre vous ont également fait le boulot. Certains ont évoqué à plusieurs reprises comment arriver à mobiliser les uns les autres. Alors on a vu qu'il y avait la carte sociodynamique dans laquelle on disait qu'il y avait les engagés, les grognons, les machins, etc. Donc ça c'est effectivement cartographié pour être capable de voir. Mais derrière aussi c'est se rappeler simplement d'un certain nombre d'étapes que vous connaissez par cœur parce que des plans d'action on vous les envoie en permanence. C'est ces étapes-là qu'on retrouve normalement pour être capable d'entraîner les uns et les autres, chacune des étapes servant les dernières
en tout cas construisant les dernières, et c'est un peu la déclinaison de ce qu'on a pu voir dans la relation, à un moment interpersonnel, hein, dans la négociation interpersonnelle. Premier, réaliser un état des lieux, ben, ça pourrait être finalement le fruit de l'exploration. Vous savez, on a dit explorer et reformuler derrière. Si on n'est pas au clair sur ce qu'on a à partager ensemble, on va arriver à rien. Donc on ne peut pas tout le temps faire des états des lieux, mais de temps en temps, au bout de 4-5 ans, refaire un point, c'est une occasion de pouvoir réentraîner des personnes autour d'un nouveau visage. Donc si vous mettez en place un plan de communication, par exemple, parce que vous venez juste d'être conventionné, vous allez conventionner avec le FIP, ou parce que vous mettez un plan d'action, eh bien voilà, si vous mettez un plan d'action, utilisez ce système qui consiste de faire un état des lieux, c'est-à-dire d'avoir de l'information à apporter pour fédérer les personnes autour de ça. Partager le diagnostic au premier cercle, faire le diagnostic si personne ne le partage et s'il n'y a pas une capacité à pouvoir l'enrichir par les acteurs sur place, ça ne sert pas à grand chose. Donc le diagnostic, il est là, enfin, l'état des lieux, il est là pour être partagé, pour devenir un diagnostic partagé. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a travaillé sur ce premier cercle, dont on a dit qu'ils étaient le triangle d'or tout à l'heure, qui lui-même s'est dit, dans le fond, à partir de ce partage du diagnostic, qu'est-ce qu'on peut faire? Jusqu'où on peut aller? On le fait partager un deuxième cercle. Et c'est le deuxième cercle, et non pas forcément le premier, qui va ensuite identifier quelles sont les modalités. En l'occurrence, si vous avez autour de vous une petite équipe au sein de la DRH qui est absolument convaincue, si vous pouvez vous fixer des objectifs avec la DRH sur ce qu'il va falloir faire en termes de communication, les moyens les plus pertinents vont moins être trouvés par la DRH que par les cibles même que vous essayez de retrouver. Mais dans les cibles, eh bien, il va y avoir peut-être des gens qui vivent à côté de gens en situation de handicap, puis a fortiori des personnes elles-mêmes en situation de handicap, puis peut-être des partenaires sociaux. Bref, un deuxième groupe qui va être un groupe un peu de référence, entre guillemets, qui va vous permettre de construire les outils. Les outils qui sont les outils les plus adéquats, parce qu'eux-mêmes sont plus proches de la cible et sont plus en capacité de vous dire en fait ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, ou ce sur quoi ils sont capables de s'engager sur le plan de la modalité. Donc là, ce qui se joue dans la troisième partie, l'élaboration des solutions, c'est vraiment la modalité opérationnelle, qu'est-ce qu'on va choisir. Plutôt que de balancer tout de suite en disant tiens on va faire des flyers, on va faire des 4x4, etc., avoir un groupe test qui permette, sur lequel on puisse dire tiens au fait d'après vous qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux. C'est vachement plus intéressant que de dire « Ah, trop tard, on a fait des flyers et ça ne marche pas ». Pardon, j'essaye d'utiliser ce que je peux, mais c'est pour dire que… Et j'ai rien contre les flyers, ça peut être exactement ce qu'il faut à certains moments. Mais du coup, valider avant, en fait. Valider avant que c'est bien ça qu'ils attendent, c'est bien ça qui va les faire réagir. On était, il y a peu de temps, dans un focus group sur la discrimination. Et là, c'était sur la discrimination dans le cadre de la politique de la ville. Et on avait des jeunes, et on avait fait rencontrer des jeunes et des employeurs privés et publics. Et on avait fait plusieurs groupes de travail, et un des groupes de travail, c'était la communication. C'est qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, les questions qui étaient posées suite aux entretiens individuels qu'on avait, c'était, alors est-ce qu'il vaudrait mieux faire une communication d'affichage, est-ce qu'il vaudrait mieux, voilà, et les plaquettes, et s'il y avait des plaquettes, etc. Et puis, en fait, les jeunes étaient là. Donc dans les groupes, ils nous ont regardés. C'est-à-dire, en gros, non, parce que si vous nous demandez, nous, ce qu'on regarde, enfin, c'est notre iPhone et notre machin, et en gros, c'est les réseaux sociaux. Il n'y avait pas d'autre logique pour eux que ça. Il n'y avait pas d'autres médias intéressants que celui-là. On était passé complètement à côté. Enfin, nous, non, enfin, on était là juste pour faire parler les uns les autres. Mais je veux dire, les employeurs et les différents intermédiaires qui avaient commencé à préparer en amont dans les entretiens étaient passés complètement à côté. Ils parlaient d'affichage, de choses comme ça. C'était pas ça qui rentrait en ligne de compte. C'était éventuellement le film qui va faire réseau à l'intérieur dans un réseau social, qui va faire pas réseau, mais qui va faire tache d'huile dans un réseau social. Voilà. Donc, ne pas se priver d'aller leur demander, à un moment donné, ce qui est le plus utile pour eux. Et puis ensuite, valider collectivement les choix opérationnels, faisabilité technique, organisation financière, etc. L'événement est super important dans ces moments-là. C'est un bon moyen de créer un espèce de déclic, de créer de l'émotion, de créer une envie de faire ensemble. Et voilà, et ça peut être le prétexte de dire on valide ensemble, on fait des groupes de travail, on fait des ateliers, et on avance ensemble. Ça fait penser un peu à ce qu'on imaginait. Hein. Et puis, dernière partie, contractualiser la démarche avec les parties prenantes et créer un événement de lancement. Alors là, l'événement, je l'ai mis là, mais parfois, il peut être avant, il peut être le lieu dans lequel va se construire la formalisation finale. Ça, c'est les étapes de la mobilisation. Allez, puis le reste, je vous s'en dispense. C'est un peu une liste, je vous le remettrai tout à l'heure, enfin, ensuite dans le compte-rendu, une liste des différents médias qui sont intéressants en fonction de ce qu'on veut. Est-ce qu'on est dans la sensibilisation? Est-ce qu'on est dans le fait de fédérer?
Est-ce qu'on est communiqué pour lancer la démarche, maintenir l'attention et la mobilisation sur ce projet? En fait, c'est une répartition entre guillemets par cible des outils et des médias qui sont les plus utiles.